disant que les Gilets jaunes sont un mouvement social, écologiste, populaire, j'affirme quelque chose qui peut apparaître totalement paradoxal. Pourquoi? Parce que dans les premiers mois, c'est d'ailleurs le livre que j'ai écrit, c'était sur le premier mois des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes étaient attaqués par tout le monde comme un mouvement anti-écologiste, comme un mouvement qui était en gros de beauf, qui aime le diesel, etc. Enfin, c'est terrible. Hein, si on se souvient des insultes contre le mouvement des Gilets jaunes à l'époque. Et moi-même, juste avant le 17 novembre, à Paris, je me posais des questions. Et en fait, c'est un groupe de jeunes écolos qui m'a convaincu qu'en réalité, non, c'était un truc un peu plus compliqué. Et là, j'ai commencé avec d'autres d'ailleurs, à réfléchir sur finalement qu'est-ce qui était en train de se passer si on réfléchissait du point de vue de l'écologie. Et en fait, dans l'écologie, pour comprendre ça, il faut comprendre d'abord que dans l'écologie même, il y a un débat fondamental qui est jamais réellement posé en tant que tel. C'est qu'il y a plusieurs écologies, mais il y en a deux fondamentales pour moi. Il y a une écologie, disons, que j'appellerais de l'abondance. Finalement, c'est une écologie des centres-villes, on appelle un peu les bobos, qui est une écologie un peu d'en haut, où on produit beaucoup de normes vis-à-vis et on crée aussi beaucoup d'obligations morales. On se dit, on va changer le comportement des gens et comme ça, on luttera pour l'amélioration de la planète. Et en même temps, cette écologie-là, on pourrait dire, qu'on voit par qui elle est défendue souvent, c'est une écologie, disons, qui est très liée au marché. Cette écologie-là pense qu'on peut finalement améliorer les conditions de vie sur la planète et la défendre contre la destruction programmée, en fait, par une régulation du marché. Cette écologie-là, elle est dominante au niveau politique dans beaucoup de pays, y compris d'ailleurs du tiers-monde. Et il y a aujourd'hui un parti des Verts international qui regroupe des gens des classes moyennes supérieures, moyennes en tout cas aisées, un peu dans 90 pays ou 100 pays du monde. Et à côté de ça, il y a une autre écologie dont on parle peu, mais qui est la majorité réelle dans l'écologie. C'est, moi j'appelle l'écologie populaire, qui est une écologie d'en bas, qui est une écologie de survie. Parce que on dit par exemple souvent les indigènes d'Amérique latine sont des écologistes. C'est pas vrai. Ils sont pas nés écologistes. Quand ils se battent contre l'extraction de l'or dans leur village ou contre l'extraction de pétrole, et pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils sont écologistes. Ils le font pour survivre, défendre leur village ou leur territoire qui est victime des prédateurs, des multinationales, etc. Et donc, finalement, ce qui s'est passé à partir du 17 novembre, c'est peut-être, pour moi, le premier mouvement en Europe, en tout cas en France, social et écologiste populaire. C'est-à-dire, c'est des gens, c'est ça que je vais essayer d'expliquer, qui ont démontré par A plus B que l'écologie de survie, l'écologie du peuple, c'était, comment dire, une réalité et qui pouvait aujourd'hui se déployer dans un pays comme la France et pas seulement en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. Existe cette écologie de survie. Par exemple, en Chine, il y a 30 000 émeutes par an populaires contre la pollution industrielle, contre l'accaparement des terres, etc. En Amérique latine, il y a des dizaines et des dizaines de luttes contre l'extractivisme. En Afrique aussi. Donc, mais en Europe, évidemment, il y a des luttes écologiques, mais des luttes sociales écologiques qui impliquent c'était jamais arrivé. Et là, c'est arrivé d'une façon extrêmement importante. Pourquoi je dis qu'elles sont sociales écologistes? D'abord, pour moi, l'écologie, ce n'est pas l'environnement.
hein. Il faut faire une distinction entre environnementalisme, c'est-à-dire où on s'intéresse uniquement à son environnement, et écologie qui est un projet plus global qui s'attaque finalement au rapport des hommes à la planète, et bon, etc. Je ne vais pas de viser là-dessus, mais ce que je dis, c'est que faut faire cette distinction. Parce que souvent, les gens ils disent ils ne sont pas écologistes parce qu'ils ne s'intéressent pas à l'environnement. C'est plus compliqué que ça. La deuxième chose, c'est que je fusionne l'écologie et le social, parce que je pense qu'on ne peut pas les séparer. Il n'y a pas de justice sociale sans justice environnementale, il n'y a pas de justice environnementale sans justice sociale. Qu'est-ce qu'ont fait les Gilets jaunes depuis le 17 novembre? Ils ont d'abord dénoncé une véritable arnaque du point de vue de l'écologie. C'est la taxe carbone. Et en fait, la taxe carbone, c'est lié d'abord à une vision du monde. Aujourd'hui, il y a une partie des gens qui sont dans l'écologie sur le marché, qui pensent que pour résoudre tous les problèmes, il faut donner, par exemple, un prix au carbone comme il faut donner un prix à la nature. Et oui, c'est-à-dire que depuis 30 ans, la grande idée des écolos libéraux, quoi, hein, des gens qui s'intéressent à ces questions, c'est de donner un prix à la nature, donc de la marchandiser. Ce qui fait d'ailleurs, pourquoi on dit souvent que les indigènes en Amérique latine qui se battent sur les terrains sont des écologistes, c'est que pour eux, c'est inenvisageable de donner un prix à la nature. C'est inenvisageable de marchandiser, tout simplement parce que l'eau, la terre, l'air, c'est toujours été gratuit. Hein. Et à partir du moment où vous donnez un prix à la nature, vous donnez un prix à l'eau, à l'air, à la terre, et donc c'est un objet de spéculation. Et donc, évidemment, en donnant un prix au pétrole comme à toute énergie, eh bien, vous transformez complètement le rapport des gens à l'écologie. Et donc, je reviens à cette histoire de la taxe carbone. D'abord, ils ont montré que c'était une arnaque. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'attaquait pas au kérosène, elle ne s'attaquait pas au kérosène des avions, elle ne s'attaquait pas au fuel de la marine marchande, elle ne s'attaquait pas, réellement aux camionneurs. Et donc, ceux qui étaient visés, c'était justement les plus pauvres qui polluent le moins. Parce que, je veux dire, dans les classes moyennes aisées et supérieures, les gens font beaucoup d'avions, par exemple. Et donc, leur empreinte carbone est beaucoup plus forte que celle des pauvres ou des moins pauvres. À tous les niveaux, en réalité, il y a une différence entre ceux qui sont les vrais pollueurs et qui n'étaient pas taxés par cette taxe carbone. Et donc, c'était une arnaque. Je ne remets pas en cause, en principe, la taxe carbone. Je remets en cause son fonctionnement, son efficacité et la cible qui était en jeu. Et d'autre part, non seulement il y avait son efficacité, c'était quoi? C'était de remplacer, c'était la réalité des prix, ça, l'impôt sur la fortune qui, finalement, avait permis de dédouaner les riches, mais qui, en même temps, a fait un trou dans le budget de l'État, dont le remplissait par la taxe carbone. Et donc, c'était non seulement anti-écologique, ça s'attaquait aux pauvres, mais en plus, c'était en fait remplir le vide qui a été fait par le cadeau aux riches. Et donc, d'une certaine façon, ça a été très important pour les écologistes, le fait que les Gilets jaunes dénoncent cette taxe carbone, parce qu'ils ont démontré que c'était sur le fond une arnaque. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui sont les Gilets jaunes? Ce sont des gens qui étaient notamment dans qui vivaient dans un cadre de vie contraint. C'est-à-dire que tout le monde a dit au 15 du mois, on n'a plus d'argent, etc., etc., etc. Et pourquoi? Parce que dans les années 80, la façon dont on a organisé l'aménagement du territoire, dont on a organisé systématiquement l'étalement urbain, a fait que les gens ont dû émigrer dans des zones
loin des métropoles et loin des villes, qu'on leur a vendu un paradis qui finalement s'est révélé un enfer. C'est-à-dire que bon, les gars s'endettaient pour 10, 20, 30 ans, que les villes ont commencé à fermer les services publics, les petites villes qui étaient à côté de leur lotissement de leur maison, et que finalement il fallait qu'ils prennent la bagnole pour aller de plus en plus loin pour comment dire, simplement subvenir à leurs besoins, quoi, hein, c'est-à-dire y compris ce qui revenait sur les ronds-points très souvent, c'était bon, on ne peut pas aller au resto, on ne peut pas aller au cinéma, etc. C'était pas les plus pauvres d'ailleurs, c'était les gens qui auraient voulu avoir une vie normale. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que vous ne pouvez pas aller au resto parce que souvent il n'y avait plus de resto, vous ne pouvez plus aller au cinéma parce qu'il n'y avait plus de cinéma, donc il fallait utiliser sa bagnole, et pour aller au travail, il fallait avoir au moins deux voitures pour l'homme et la femme, etc. Et donc, dès le 10 du mois, le 15 du mois, vous n'aviez plus de revenus. Donc ça, et en même temps, vous aviez facilité quoi? Quelque chose qui est complètement anti-écologique, c'est-à-dire l'étalement urbain, qui était la prise des terres, l'emprise sur les terres agricoles. Et donc, on voyait les conséquences sur la biodiversité, etc. Donc, énergie, étalement urbain, transport, la vie contrainte, etc. Et d'une certaine façon, tout ça, c'est des questions qui sont au centre de l'écologie politique. Et donc, c'est les Gilets jaunes qui l'ont passé, c'est pas les Verts. Ils ont vraiment posé le problème, les Gilets jaunes, d'une vision écologique de la lutte. Autre point de vue, je pense que les Gilets jaunes, et ça revient au même, hein, c'est une autre façon de dire, se battent contre ce que j'appelle moi le capitalisme d'expulsion. C'est-à-dire que là aussi, je fais ma comparaison avec les indigènes d'Amérique latine. Finalement, on les expulse parce que d'abord, on extrait des ressources naturelles. Et donc, finalement, on les rejette de leur village. Ils sont obligés d'aller dans les bidonvilles de Lima, ou Quito, de La Paz, etc. Et finalement, c'est un capitalisme qui, à la fois, expulse les ressources naturelles, mais expulse aussi les hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe en France, aujourd'hui, en Europe d'ailleurs? C'est qu'avec les licenciements, la fermeture des grandes usines, etc., on a expulsé les gens. On les a expulsés de plus en plus des villes, et ils ont dû aller de plus en plus loin. Et là aussi, on retrouve ce phénomène d'expulsion qui, à mon avis, important. Et c'est en cela que, d'ailleurs, les Gilets jaunes sont un mouvement qui renoue avec une des premières idées, des premiers écologistes dans les années 70, pas des premiers écologistes politiques, disons que c'est des écologistes depuis 150 ans, qui était ils veulent vivre et travailler au pays. Nous voulons vivre et travailler au pays. C'est débile, hein, l'expulse des campagnes. Et maintenant, oui, alors, non, attends, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que, non, on a expulsé les gens d'abord des villes, et après, on est en train de les expulser des campagnes. Mais voilà, c'est une logique où en fait on expulse, on fait que les hommes sont obligés de devenir complètement mobiles, ils sont expulsés en permanence, c'est ça que je veux dire. Et dans les années 70, la lutte du Larzac, qui était la première grande lutte écologiste contre un camp militaire, c'était les paysans qui résistaient contre leur expulsion. Et ils ont dit, on veut vivre et travailler au pays. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut se relocaliser. On veut être ici, sur nos terres, et pas qu'on nous oblige d'aller ailleurs. Et finalement, les Gilets jaunes, c'est exactement ce qu'ils disent. Donc là aussi, c'est les vrais écologistes qui renouent avec les premières idées d'écologie, ce sont les Gilets jaunes. Ensuite, comment dire, et ça, cette expulsion, d'ailleurs, elle se fait, ce capitalisme d'expulsion, il se traduit aussi par la question des banques, parce que les traites qu'il faut payer, les paysans, on les expulse par les dettes, et puis aussi, il y a un autre phénomène qui est la gentrification et la métropolisation. C'est-à-dire que, regardez ce qui s'est passé, par exemple, à Bordeaux, où il y a eu les violences parmi les plus importantes.
Il n'y a pas beaucoup de Black Blocs à Bordeaux. C'est pas vrai. C'est les gens du coin qui s'affrontent au centre de Bordeaux. Mais ce qui s'est passé à Bordeaux depuis une dizaine d'années, surtout depuis 2 ans avec l'ouverture du TGV, c'est que la spéculation immobilière elle est montée en flèche et qu'aujourd'hui, c'est presque les Parisiens qui peuvent se payer de l'immobilier à Bordeaux. Et donc, on a rejeté, là aussi, on a expulsé les gens de Bordeaux. Et quelque part, quand les gens disons de la périphérie de Bordeaux, même de très loin, c'est-à-dire de 50, 80, 100 km, viennent manifester le samedi à Bordeaux, là, il y a une rage qui s'exprime sur la transformation de la ville par la métropolisation, par la gentrification, qui entre autres a été pas mal animée par Alain Juppé. Et donc, finalement, ce capitalisme d'expulsion, il se traduit par des exigences écologiques qui montent des gilets jaunes. Premièrement, c'est finalement, là aussi c'est très écolo quand même, c'est celle de la défense des biens communs et des communs. C'est la défense des services publics de proximité, c'est la question de la gratuité et le refus de la privatisation de l'eau, du foncier, des forêts. Hein, l'ONF en ce moment est menacée, de l'énergie, la Engie, les barrages hydroélectriques partout en France. Il y a 450 barrages. Il y en a 130 qui sont menacés de privatisation assez rapidement et 450 à terme, au niveau de 2030. Donc c'est une politique de marchandisation de tout l'environnement, de toutes les conséquences dans l'environnement. Mais c'est aussi la privatisation de biens communs qui ne sont pas nécessairement écologiques, mais qui sont la santé, l'éducation et la culture. Donc défendre les biens communs, défendre les communs, c'est là aussi c'est une des bases de l'écologie politique. Le deuxième élément de revendication, c'est finalement la relocalisation des activités et de l'économie. Ça passe non seulement par les circuits courts, c'est pas seulement les AMAP, c'est toutes sortes de circuits courts entre paysans et citadins, mais c'est aussi la lutte contre ces méga-centres commerciaux qui ont cassé les petits commerçants des centres-villes ouvrières populaires depuis 50 ans en fait. Bon, voilà. Et donc, même 60 ans, les premiers centres Leclerc, etc. Et donc, par exemple, les écolos disent nous, on est pour la lutte contre le consumérisme. Et quel est l'acte le plus important qui a été fait par les Gilets jaunes dans la lutte contre le consumérisme? Ça a été la première grande lutte contre le consumérisme en France. Ça a été qu'entre le 17 et le 24 novembre, il y a eu le Black Friday. C'est-à-dire, le Black Friday, c'est quoi? C'est la plus grande promotion, en dehors des soldes, de la marchandise en France. Ça passe par des événements commerciaux, dans tous les centres commerciaux, etc. De fait, entre le 17 et le 24 novembre, les Gilets jaunes ont décidé de bloquer le Black Friday en bloquant les centres commerciaux dans tout le pays. Donc les Verts, les écolos, en général, ils dénoncent le consumérisme, mais les Gilets jaunes, en acte, l'ont attaqué frontalement. Hein, c'est-à-dire, voilà, on veut non pas bloquer la production, mais bloquer la distribution et la circulation des marchandises. Et ça, c'est aussi une idée profondément d'une vision qui n'est plus la société industrielle, mais qui est une vision de la société post-croissance, en tout cas industrielle. La question de la circulation des marchandises, le fait de bloquer le pays, ne se fera plus. Et c'est pour ça que moi, je pense que le mythe de la grève générale est assez, à partir du moment où il n'y a plus d'industrialisation, tout ça, est en crise. C'est que, finalement, les Gilets jaunes ont montré qu'on pouvait bloquer l'économie en bloquant la circulation des marchandises et que, quelque part là, ils sont en avance du point de vue du mouvement social sur pas mal de choses qui se sont faites. L'autre question qui montre que c'est un mouvement social écologiste, les Gilets jaunes, c'est les méthodes de lutte. D'abord, c'est ce qu'un des premiers écologistes connus au XIXe siècle, David Thoreau, a produit comme idée. C'est la logique de la désobéissance civile. Thoreau, c'est un écrivain qui se balade dans les forêts du Massachusetts, tout ça,
Et il écrit sur les forêts, et un jour, il y a un problème sur la question de l'esclavage, etc. Et il dit, bah, moi, je ne veux plus payer d'impôts. Et on le met en prison une journée. Et en fait, de là, le fait de ne pas payer ses impôts va faire qu'il va développer un petit livre sur la désobéissance civile qui va être connu de toutes les grandes luttes sur les droits civiques. Ça va de Gandhi qui organise la grève de Bruxelles pour libérer son pays du colonialisme, en passant par Martin Luther King, etc., jusqu'à toutes les luttes qui sont faites autour de la désobéissance civile, y compris par les Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait de la violence armée. Ils ont fait de la désobéissance non violente, de la désobéissance civile non violente. C'est-à-dire que quand ils se mettaient le 17 novembre sur les péages d'autoroute, sur les centres commerciaux, sur le blocage des ronds-points, ils faisaient de la désobéissance civile. Quand vous alliez dans une entreprise commerciale et puis que vous disiez, bon ben voilà, il faut transformer, enfin il faut soutenir les caissières de tel supermarché, ou alors il faut que la bouffe soit moins dégueulasse, etc. C'est de la désobéissance civile. Et donc toutes les formes de lutte, je voudrais les analyser, relèvent d'abord de cette idée fondamentalement écolo qui est la désobéissance civile. Il y a un certain nombre de groupes radicaux qui pensent que la désobéissance civile, c'est de la merde. Ils pensent que, bon, il faut plutôt se battre pour prendre le fusil, etc. Bon, moi, je ne le pense pas, et les écologistes ne le pensent pas non plus. Et les Gilets jaunes ne le pensent pas non plus. Et ils ont utilisé le moyen de la désobéissance civile, qui est un élément fondamental des nouvelles méthodes de lutte qui sont utilisées par tous les mouvements sociaux dans le monde d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est David Thoreau. Et ça montre d'ailleurs que la question de violence-non-violence est un faux débat pour moi. C'est-à-dire que en réalité, la désobéissance civile qui se veut en réalité non-violente, elle ne se veut pas non-violente. C'est pas le pacifisme, la non-violence, c'est simplement l'utilisation de tous les moyens possibles et nécessaires pour échapper à une logique de la violence qui se mord la queue et qui est contre-productive. Et donc ça peut aller jusqu'à, on rentre au Fouquet's, en le cassant ou pas, mais en sortant les chaises et en buvant un coup sur le boulevard des Champs-Élysées. Ça peut aller jusque-là, la désobéissance civile. C'est pas simplement ça s'oppose à la lutte armée. C'est un peu différent. Voilà. Deuxième élément de méthode de lutte, mais là je l'ai cité, le blocage de la circulation des marchandises, etc. Voilà. Donc ça c'est et puis il y a l'autre question qui est importante, qui aussi parle de deux grandes idées écologistes, c'est ce qu'on appelle la fraternité des ronds-points. La fraternité ou la sororité, parce qu'il y a eu énormément de femmes qui se sont gilets jaunes, qui se sont rencontrées sur les ronds-points, et on a dit voilà, les gilets jaunes sont d'abord un mouvement d'ensemble, pour le vivre ensemble, pour pour reconstituer le lien social, etc. Mais qu'est-ce que dans l'histoire de l'idéologie écologiste, c'est quoi ça? C'est l'entraide et la coopération d'une part, et le convivialisme. L'entraide, c'est une idée du prince Kropotkin. Le prince Kropotkin, il est anarchiste, mais il est aussi géographe, et c'est un des deux premiers grands écologistes radicaux, d'une certaine façon, qui s'oppose à l'écologie bourgeoise au XIXe siècle. Et un de ses très grands livres, c'est un livre qui s'appelle L'entraide. Et l'entraide veut montrer quoi? Que dans la nature et dans la société humaine, l'entraide l'emporte sur les logiques de concurrence et les logiques de compétition, de compétitivité. Et je crois que ce qui s'est passé à travers la fraternité des ronds-points, c'est et ce qui est en train de se mettre à travers plein d'expériences d'associations issues des Gilets jaunes qui mettent en place des circuits courts, des marchés écolos, des aides aux gens d'une manière ou d'une autre, je sais pas, pour qu'ils écrivent des réponses aux services publics, plein de choses. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire,
c'est une logique de l'entraide et de la coopération, qui renoue d'ailleurs avec le mouvement ouvrier du début du 19e siècle. Au début du 19e siècle, le coopérativisme, l'associationnisme, les mutuelles, et tout ça, c'était ça, le mouvement ouvrier. C'était pas, comment dire, le parti qui commande, enfin, c'était pas la théorie léniniste, hein, et Marx a hésité d'ailleurs souvent entre les deux. Mais il a choisi quand même largement finalement de copier l'organisation industrielle du travail. Et les Gilets jaunes, en fait, renouent avec cette grande idée de l'entraide, de la coopération, du mutualisme, qui a donné, par exemple, les bourses du travail, et qui a donné aussi un élément fondamental de l'écologie politique, mais aussi de toute l'expérience du mouvement ouvrier, c'est l'éducation populaire. Qu'est-ce qu'on fait sur les ronds-points? À travers cette fraternité des ronds-points, c'est des milliers de petites réunions qu'on a là, de conférences, de discussions, d'universités populaires, et c'était ce qui s'est passé de 1840 à pratiquement 1915, quoi, hein, 1914, avant la Première Guerre. Les questions d'éducation populaire étaient au centre de l'éducation du mouvement ouvrier. Et ben là, on voit que dans une période qui est dominée par les écrans, la télévision, les réseaux sociaux, ils ont besoin de se parler, de s'auto-former, de s'auto-éduquer. Et ça, là aussi, pour moi, c'est une avancée sociale, écologique du mouvement. Le deuxième élément de la fraternité des ronds-points, c'est ce que j'appellerais le convivialisme. Le convivialisme, c'est issu de l'idée centrale de la réflexion d'un des principaux écologistes des années 70, c'est, Ivan Illich, qui montre qu'on peut se développer dans des systèmes qui sont des petits systèmes et pas des grands systèmes. Parce que les grands systèmes qui expliquent de la santé, de l'éducation, etc., deviennent tellement grands qu'ils deviennent contre-productifs et qui s'opposent à la fin réellement à l'organisation de l'éducation et de la santé, etc. On voit les problèmes en France en ce moment, les urgences, tout ça. Donc il faut réfléchir d'une autre manière, d'une façon plus conviviale, adapter, décentraliser nos systèmes, les adapter à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée de vivre et travailler au pays, ça veut dire avoir des services publics de proximité, des ronds-points. Et ça, le convivialisme, c'est ce qui a été en fait organisé à travers cette fraternité des ronds-points. Donc voilà, encore un autre point qui dit que ce mouvement est beaucoup plus écologiste que ce qu'a fait l'écologie politique. Et puis, je dirais, ça serait presque un des points aussi centraux qui est en train d'émerger simplement maintenant, et on le voit depuis deux ADA, deux assemblées des assemblées, c'est la question du municipalisme libertaire qu'on appelle aussi le communalisme. C'est produit par qui, ça, cette idée? Produit dans les années 70, 60-70, plutôt 70 d'ailleurs, par un écologiste libertaire américain qui s'appelle Murray Bookchin. Ah non, ça c'est. Et donc, Murray Bookchin est un ancien communiste, devenu ensuite trotskiste, devenu ensuite anarchiste. Et puis, dans les années 50, il devient, il met en avant, pardon, je m'excuse, dans les années 50, il devient écologiste, il découvre l'importance de la question de l'écologie et tu peux me le faire, c'est vraiment donc dans les années, il prend conscience de la gravité de la catastrophe écologique à venir, il devient écolo et il fonde la théorie de l'écologie sociale. L'écologie sociale repose sur deux grandes idées, plus d'autres, mais deux idées principales. D'abord, la lutte contre toutes les dominations. La lutte contre toutes les dominations, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il ne pense pas, Bookchin, qu'on peut isoler la question de la nature de la question de la domination des femmes, de la domination de classe, de la domination sociale sous toutes les formes. Et donc, il pense que si on arrive à faire
une lutte contre toutes les dominations. C'est la seule façon de se battre pour une nature vivable. Et donc, il fait sans cesse la liaison entre lutte contre les dominations et lutte contre la domination de la nature. Ça, c'est un point extrêmement important parce que dans ces années-là, il y a des gens qui se battent contre eux, qui se réfèrent à l'écologie profonde, qui pensent qu'il faut mettre la nature avant l'homme, que la nature est plus importante que l'homme. Bookchin combat cette idée. Il polémique avec les gens, notamment Arnold Nass, qui met en avant cela. Et puis, il y a une deuxième idée. C'est ça qui est mis en avant aujourd'hui, même la première idée, elle est mise en avant, hein, la lutte pour l'égalité des droits entre femmes et hommes, avec les LGBT, avec les immigrés, etc. C'est la lutte contre toute domination sociale. Mais la deuxième idée, c'est de dire qu'on ne peut pas, il faut arrêter avec l'idée d'affrontement contre l'État-nation. Et l'État-nation, finalement, est quelque chose qui a pourri l'organisation sociale. Donc, il faut en revenir à l'idée de la commune. Et c'est par la décentralisation et en fait par la prise en main des communes par les citoyens qu'on pourra progresser. Ce qui est au centre du débat des assemblées. En gros, ce qu'ils disent ce qui vient d'être dit dans cette assemblée et des assemblées, c'est-à-dire qu'il faut un contre-pouvoir absolu des assemblées populaires locales. Les assemblées populaires locales, elles doivent organiser la vie, l'économie et aussi la politique. Et ça, tout doit partir à la fois des citoyens organisés dans la commune, qui se fédèrent ensuite en fédération de communes et qui arrivent à ce qu'il appelle le confédéralisme démocratique, c'est-à-dire sur un continent, sur un pays, sur cette fédération étendue des communes. Aujourd'hui, en fait, il y a deux exemples dans le monde de cette idée de confédéralisme démocratique. La première, elle est au Chiapas. C'est depuis le déclenchement du 1er janvier 1994 de la lutte des zapatistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les zapatistes? Ils ont fait en fait une lutte de désobéissance civile non violente. Ils avaient le fusil, mais ils n'ont jamais employé, sauf le 1er janvier, ils ont tué personne à peu près. Par contre, ils ont pris en main leur village, c'est-à-dire des centaines de communes dans un État qui est en gros la moitié de la Belgique et qui regroupe 500 000 personnes qui sont organisées en unités villageoises, auto-gouvernées, auto-gérées, auto-organisées politiquement et socialement. Et ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, dans une partie du Mexique, un espace de vie qui s'est organisé indépendamment de l'État mexicain et qui donne en plus un exemple à tous les groupes indigènes qui ne sont pas nécessairement des groupes liés au Chiapas, mais dans plein d'autres espaces du Mexique, mais qui a eu un retentissement chez beaucoup d'autres peuples. Le deuxième exemple, à part la question de du Chiapas, c'est le Rojava. Le Rojava, c'est quoi? C'est le Kurdistan syrien. Le Kurdistan syrien s'est organisé depuis le début de la guerre de Syrie de façon autonome et il est géré sur les bases du confédéralisme démocratique. C'est un pays en guerre. Hein. C'est assez compliqué à gérer. Mais il y a des assemblées communales qui regroupent toutes les ethnies qui existent en Syrie. Il y a des assemblées de contre-pouvoir qui regroupent toutes les forces politiques et toutes les sensibilités. Et il y a, et notamment la question des femmes qui est assez connue au Rojava, parce que c'est elles qui ont été l'avant-garde de la lutte contre Daesh. Donc il y a tout un système autour de la libération concrète des femmes qui s'est mis en place au Rojava. Pourquoi on parle du Rojava comme un exemple de confédéralisme démocratique? C'est parce que à un moment donné, Öcalan s'est inspiré de Murray Bookchin. Il a conversé avec Murray Bookchin. Il a découvert Murray Bookchin parce qu'avant, Öcalan, c'était un marxiste-léniniste qui pensait par l'État-nation et qui voulait l'indépendance du Kurdistan contre la Turquie et contre l'Iran, l'Irak. On rappelle que il est sur 4 pays, hein, le Kurdistan. Et après avoir été en prison, il a lu Bookchin, il a conversé avec lui et il en est arrivé à l'idée qu'il
il ne fallait pas construire un nouvel État kurde. Il fallait développer l'autonomie des Kurdes et des autres peuples. D'ailleurs, ça va jusqu'aux Druzes, aux Arabes palestiniens dans toute la région, et mettre en place une confédération démocratique du Moyen-Orient sur les bases de ce que racontait Boukhin. Et je ne dis pas que ça a vraiment transformé le PKK, qui est le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui était un parti marxiste centralisé. Mais en tout cas, les idées de Boukhin se réfèrent aujourd'hui. Le PKK, c'est les idées de Boukhin. Pourquoi j'ai fait ce contournement de l'exposé par le Chabas et le Rojava? C'est qu'aujourd'hui, la question du municipalisme libertaire, du communalisme et du confédéralisme démocratique est centrale dans le projet des Gilets jaunes. Il faut savoir si on peut arriver en fait à s'affronter à l'État directement et gagner, ou est-ce qu'on peut reprendre en main notre vie à partir du local et en construisant des sortes que j'appellerais presque des bases vertes autour de nos communes, en les reprenant en main. Ce qui ne veut pas dire simplement s'attaquer à l'institution communale, prenant la direction des mairies. C'est bien de faire des listes, mais il faut même, à la fin, que ça soit toujours l'Assemblée populaire communale, et ça, c'est l'idée de l'écologiste Boukhin, qui est fondamentale, c'est d'établir un contre-pouvoir qui puisse même s'attaquer à une liste que les Gilets jaunes auraient fait. C'est-à-dire que si les Gilets jaunes arrivent au pouvoir, des gens de Pantin ici à Pantin, eh ben, il faudrait que l'Assemblée populaire de Pantin, c'est l'idée écologiste de Boukhin, ça soit vigilante par rapport aux Gilets jaunes qui auraient été éventuellement élus, maire adjoint, etc. Et donc voilà, ça c'est l'idée de Boukhin. Voilà, donc toutes ces idées centrales du rapport entre l'écologie, le social et les Gilets jaunes, pour moi, sont très importantes. Elles sont très importantes et ça sera ma conclusion finale, et après on débattra, parce que je suis un peu commence à être fatigué, c'est que les Gilets jaunes, ils se sont battus pour 3 idées. Enfin, on se bat pour 3 idées. D'abord, c'est le droit de vivre à la fois dignement et d'avoir le droit à une bonne, ce que les écologistes latino-américains appellent le buen vivir, le bien vivre. Ça, c'est un truc fondamental. Ça s'exprime par le pouvoir d'achat, ça s'exprime par un nouveau rapport à la production, à la consommation, etc. Mais ça, c'est fondamental et c'est toutes les revendications de lutte contre les injustices sociales et environnementales, et les inégalités sociales et environnementales. La deuxième, c'est la question du droit au respect. Au respect de la terre comme au respect des humains. Et je veux dire, si les Gilets jaunes se sont battus, c'est aussi autant contre les injustices sociales que le fait qu'ils étaient insultés tous les jours par Macron, tout le monde le sait. Et tous les peuples qui se battent aujourd'hui, cette question de la dimension du respect, elle est très très importante. Et puis finalement, la troisième idée, qu'on retrouve à travers le RIC, qu'on retrouve à travers les assemblées populaires locales, c'est le droit à décider. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui est emmerdant dans le capitalisme aujourd'hui? C'est que on a l'impression d'être dépossédé non seulement de tout pouvoir sur la politique, mais tout pouvoir sur la vie sociale et tout pouvoir sur la vie elle-même. Et donc, si on veut récupérer notre pouvoir, il faut avoir le droit de décider. Et ça, que ça soit en Algérie, que ça soit en Catalogne, que ça soit dans toutes les luttes, ces 3 éléments, 3 de la dignité de vivre dignement et de bon vivre, de bien vivre, le droit au respect et le droit à décider sont centraux. Je terminerai en disant, il y a quelque chose qui est clair d'ailleurs, que le mouvement des Gilets jaunes a été un mouvement social écologiste, c'est que, comme je disais au début, il a été insulté en disant qu'il n'était pas écologiste du tout, etc. Et là, il y a eu, face au grand débat, un vrai débat. Et le vrai débat, il y a 4 piliers. Il y a la question démocratique, il y a la justice sociale, la justice fiscale, et il y a la question écologique. Et c'est aussi important que les 3 autres piliers dans l'enquête qui a été faite par le vrai débat et analysé par les sociologues de Lyon. Hier, ils nous parlaient. Dedans, il y a la question de la lutte contre le glyphosate, la question de la lutte contre le plastique, la question des OGM, etc. En gros,
des luttes assez traditionnelles finalement des écologistes. Mais sauf que c'est sur une réponse de 40 000 questionnaires qui ont été analysés et où les Gilets jaunes disaient voilà ce que nous voulons. Hein, Bellery, on voulait ça, etc. Mais on voulait aussi ces transformations d'écologie. Donc on ne peut pas dire, comme il a été dit, y compris par des écologistes, y compris par des politiciens macronistes qui sont contre l'écologie, mais qui se réclament un mouvement d'écologie, que l'écologie était un mouvement anti-écologiste. C'est pas vrai qu'avec les Gilets jaunes, c'est un mouvement écologique. Au contraire, je pense que, comme je l'ai dit en hypothèse, le mouvement des Gilets jaunes est le premier mouvement social écologiste populaire. Parce que ce qui est important aussi, c'est populaire. C'est-à-dire que là, on a dépassé le centre des grandes villes. Ce sont les classes fondamentales, les classes travailleuses, les classes populaires qui ont pris en main la question de l'écologie. Et ça aura des conséquences. Vous savez comment les politiques publiques américaines, en termes d'écologie, avant Trump évidemment, ont évolué dans les années 80. C'est parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé le mouvement de la justice environnementale. Le mouvement de la justice environnementale, c'est des dizaines de milliers d'ouvriers et de riverains qui étaient en plus souvent blacks, chicanos, issus d'Amérique du Sud, qui de fait ont contesté la pollution industrielle dans leurs usines. Et les riverains ont aussi contesté cette pollution. Ça a donné naissance à une coalition de la justice environnementale qui a complètement changé les règles de l'écologie aux États-Unis. Et c'est ce mouvement qui se développait, d'ailleurs c'est intéressant parce que cet après-midi on a dit qu'on participerait à la manif sur Adama le 20 janvier, donc contre la manif des quartiers populaires, contre la répression policière. C'était un mouvement des quartiers populaires, des usines de Détroit, de Chicago et autres, contre les injustices sociales et environnementales, et qui s'attaquaient à ce qu'on a appelé le racisme environnemental. C'est-à-dire qu'il y avait un racisme environnemental, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui étaient attaqués le plus par la pollution industrielle, c'était évidemment les ouvriers, les pauvres de ces coins-là, mais il se trouve que ces pauvres et ces ouvriers de ce coin-là étaient déjà attaqués par le racisme tout court. Donc ce concept de racisme environnemental est né à ce moment-là. Alors voilà, j'ai fait un peu à grands traits ce qui, à mon avis, est fondamental dans le mouvement actuel des Gilets jaunes et qui est, parce qu'on a peur de dire, on pense que l'écologie c'est réservé aux riches et que nous, on aurait, enfin voilà, faut cacher, voilà, et c'est de l'écologie positive, je sais pas quoi. Tout ça, c'est des conneries. Ce qu'il faut retenir, ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que les Gilets jaunes sont un mouvement profondément social, écologiste, contrairement à ce que tout le monde a. Ouais, je m'excuse. Merci. Voilà. Alors, on peut discuter quand même, si vous voulez. J'ai une question concernant le fait que les Gilets jaunes soient sortis justement le 7 novembre sur la taxe carbone, mais pas que ça, sur le fait que finalement, ça fait longtemps qu'en France on parle du fait que nos politiques nous ont emmenés à investir dans le diesel, qu'aujourd'hui on s'aperçoit que c'est une grosse connerie et que demain on est en train de travailler dans le même sens en faisant encore une autre grosse connerie, c'est d'aller sur des voitures électriques. Absolument. La voiture électrique, hein, c'est de fait la promotion du nucléaire. La réalité, c'est comment il y a se recharger sur les batteries qui sont liées au nucléaire. Si on ne lutte pas en même temps contre le nucléaire, en fait, c'est pas le problème. De fait, le problème dans la question, c'est quel rapport finalement on a au progrès technique. On n'a pas beaucoup parlé dans l'exposé de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce qui est très grave en ce moment, c'est que comme on ne veut pas investir au niveau du fric, quoi, hein, le capital, quand il y a les banques à sauver, il n'y a pas de problème, ils trouvent des dizaines de milliards dans la journée. Mais quand il y a les gens à sauver, c'est même pas la planète qui va crever, hein, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, peut-être pas vous et moi, mais en tout cas, dans les 30 ans, ça sera, voilà, la planète sera vraiment en question, ce qui s'appelle la théorie de l'effondrement. Eh bien, quand ils vont s'apercevoir que tout ça ne fonctionne pas, il va y avoir une fuite en avant, exactement comme tu viens de le dire sur la veille électrique, au dernier moment, dans ce qu'on appelle la géo-ingénierie. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place
des systèmes pour faire tomber de la flotte des nuages, mais artificiellement. Ils vont foutre le CO2 en creusant de plus en plus des sortes de cages à CO2, etc. Ils vont essayer, et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amplifier. Il va y avoir une sorte de docteur Folamour de l'écologie, ces mecs-là. Parce qu'ils n'ont pas voulu prendre à temps le problème, parce que le capitalisme, ça a toujours été. Le capitalisme n'est pas méchant en soi, c'est que le mec, il veut faire des profits, hein, que ce soit individuellement ou collectivement. Et donc, tant qu'il y a des profits à faire, c'est une bonne chose. Quand il n'y a pas de profit, ça ne marche pas. Et donc, dans ces affaires-là, tant qu'on pourra exploiter le pétrole, ce que fait Trump. Aujourd'hui, la première économie pétrolière du monde, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en danger leur territoire consciemment en creusant des dizaines de milliers de trous pour trouver le gaz de schiste. Et aujourd'hui, c'est le premier pétrolier du monde, l'État pétrolier du monde, les États-Unis. C'est pour ça que d'ailleurs Trump peut faire le chantage sur tout le monde, etc. Hein, c'est les gaz de schiste. C'est les gaz de schiste. Hein. Et donc, nous, en France, il y a eu des luttes écologiques pour refuser le gaz de schiste, et c'est une bonne chose, parce qu'on aurait mis en danger notre propre territoire. Et là, les Américains, ils n'ont pas encore compris ce qui va se passer. Hein. Donc voilà. C'est pas fini. En France, tu as raison. C'est pas fini. Évidemment, Montebourg a essayé quand il était pouvoir de relancer le truc, ça n'a pas marché, Macron le fera, ça, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, bon, voilà, on a temporairement stoppé, quoi, tu vois. Mais aux États-Unis, c'est totalement fou. Et dans l'Est de l'Europe, il y a aussi des essais de développer les gaz de schiste, tout ça. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que le rapport au progrès technique est une véritable question qui est y compris posée dans le mouvement des Gilets jaunes. Il ne faut pas se faire d'illusions. On ne trouvera pas de solution technique comme ça pour régler le problème de l'énergie. Donc il y a un vrai problème, c'est de retrouver faut se demander, est-ce que la notion même de transition écologique est pertinente? Moi je dirais, de plus en plus je suis convaincu que c'est une rupture écologiste dans notre pays, pas une transition. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné remettre en cause nos modes de vie réels. Ça ne veut pas dire qu'on va on va revenir au je sais pas quoi, au village de Pierre ou je sais pas quoi. Non, c'est-à-dire qu'il y a une autre façon plus cool, plus lente, plus conviviale, ce qui se fait sur les ronds-points, de s'organiser, de vivre, et y compris de produire. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Après, j'ai pas la réponse technique à la question de la voiture électrique. Ce que je sais, c'est que c'est aussi polluant que les autres, mais ça engage d'autres énergies, notamment la question du nucléaire. Donc voilà, ça peut faire baisser le CO2, pourquoi pas, mais c'est peanuts dans la course de vitesse. La course de vitesse qu'on a engagée avec la destruction programmée de la Terre. Parce que c'est ça, en fait, où on en est, c'est la destruction programmée. Après, il y a un débat, il y a les théories de l'effondrement qui disent c'est 12 ans, les autres qui disent c'est 30-40 ans, les autres qui disent 100 ans, mais on est engagé dans une spirale chaque année. La mise en danger, non pas de la planète, hein, encore une fois, c'est les humains qui sont de fait en danger. La planète, encore quelques dizaines de milliards à vivre. Je pense que on parle de la voiture électrique. On utilise de l'énergie nucléaire. Enfin, là, je parle de la France. Oui. On est à 75% grossièrement de production électronucléaire. Cette énergie électrique est apparue ce mode de production, ce carburant est apparu juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas mis 50 ans pour le faire. Ils ont dit voilà, on a besoin de tous les physiciens nucléaires calés, on les prend aux États-Unis, on fait le projet Manhattan, il n'y a personne qui rentre, personne qui sort, et quand c'est bon, vous nous dites, et vous avez tous les moyens que vous voulez. Ils sont arrivés, ils n'ont pas mis 50 ans. Après, tous les physiciens nucléaires qui ont travaillé sur le projet Manhattan ont tous arrêté de faire du nucléaire militaire. Ils se sont penchés sur la dendrochronologie, qui est un système de datation direct sur le bois. D'autres ont travaillé sur les rayonnements pour soigner, sur les nouveaux systèmes de radio, mais ils ont arrêté là. Enfin, le militaire, c'est exactement. Et je pense que si on arrive à motiver des chercheurs en, je dirais, 2 ans, ils sortent une solution.
Je pense que moi je rejoindrais. Non, il n'y a pas de souci. Je pense que ça fait partie d'une logique que moi j'appelle du solutionnisme technologique, ou techniciste, ou scientifique, enfin, et que tu amènes des solutions pour répondre à des problèmes que tu as toi-même créés en amenant des solutions, et les nouvelles solutions amènent des nouveaux problèmes qui t'amènent ainsi de suite tu mets le doigt, tu mets la main, tu mets le bras, et plus ça va, et plus ton problème il augmente. Alors que je pense que la rationalité qui est derrière, c'est de dire de toute façon, on produit à partir d'une quantité limitée de matière, d'énergie, qui est à notre disposition. Et c'est juste un problème physique. En fait, tu peux essayer de trouver des modes plus efficaces, d'être plus rationnel dans la manière dont tu utilises la matière et l'énergie. Mais in fine, de toute façon, tu as une limite. Et tu as une limite dans la capacité ensuite à la réintroduire dans le système. Non, je suis d'accord, et en plus, ce qui est intéressant, en même temps, dans l'exemple qu'il donne, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'il dit c'est à une période qui est effectivement la guerre. Et donc, dans la guerre, effectivement, le Pentagone a construit cette solution qui a débouché sur quoi? C'est quand même, c'est pas l'énergie nucléaire, c'est l'énergie nucléaire via la bombe atomique. Hein, voilà, Hiroshima, Nagasaki, etc. Donc, voilà, ça a été ça. Et donc, s'il faut attendre une nouvelle guerre pour qu'on essaye de commencer à trouver une nouvelle énergie, en mobilisant, c'est ça que ça veut dire, par exemple, c'est qu'il faudrait mobiliser. Oui, mais c'est intéressant parce que en réalité, il faudrait faire presque la même chose pour les instituts. Et donc, ça voudrait dire que c'est dans des conditions en fait de guerre que le capital trouve des solutions d'urgence. Tu sais, par exemple, la radio que tu écoutes comme moi, enfin, en tout cas la bande FM et la TSF surtout, a été inventée exactement dans les mêmes conditions par l'armée, parce qu'ils trouvaient une série de solutions technologiques à un moment donné. Ils avaient besoin de mettre au travail des millions d'Américains et pour l'effort de guerre, donc à tous les niveaux. Je pense pas que ce soit, je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire, il faut organiser une décroissance soutenable sur le fond. Et il y a autre chose dans la question de l'énergie nucléaire. En fait, c'est l'énergie nucléaire civile. En France, elle n'est pas apparue en 1945. Elle est apparue dans les années 60. Oui, mais officiellement, et là, le programme a été en 1974 par Pompidou. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, il l'a fait de manière ultra centralisée, avec un État dans l'État qui s'appelait EDF comme bras armé, et tous ces systèmes ne peuvent fonctionner que par des États hyper forts et finalement des États autoritaires. Et le vrai danger qui nous menace dans la période, c'est que il y aura une fuite en avant technologique de la géo-ingénierie d'un côté, mais de l'autre côté, il y aura des États de plus en plus autoritaires pour imposer, par exemple, le rationnement à un moment donné aux gens pour qu'ils consomment. Nous, on dit qu'il faut consommer solidairement, il faut moins bouffer de viande, etc., etc. À un moment donné, ils vont rationner. Parce que dans un certain nombre de pays du monde, il y aura de vrais problèmes, etc. Ils le feront en utilisant la menace démographique, plein de trucs, mais à la fin, ils construiront des États autoritaires pour imposer de nouveaux comportements moraux. Ce qui s'est passé d'ailleurs dans l'histoire de la taxe carbone, ça a été ça. Ils ont voulu appliquer l'exemple du tabac à la taxe carbone. C'est-à-dire en disant, voilà, plus on augmente le diesel, l'essence, etc., et finalement, moins les gens vont utiliser leur bagnole. Sauf que le problème, c'est qu'en même temps, comme ils avaient pété tous les services publics et mis les usines de plus en plus loin, ou les lieux de travail de plus en plus loin, les gens, ils avaient besoin de leur bagnole. Ça fonctionnait pas comme le tabac. Hein. Là, je veux dire, les gens étaient obligés, s'ils ne voulaient pas crever, d'utiliser leur voiture. Et cet impératif moral, de la façon dont est utilisé aujourd'hui l'argument écologique, c'est à mon avis une des choses les plus pourries et qui est répétée à l'envi tous les jours dans tous les médias. Hein, si vous faites pas ci, vous n'êtes pas écolo. Si vous n'êtes pas, et ça fonctionne pas comme ça la vie. Ça fonctionne d'abord en s'organisant entre soi, là où on est, en essayant d'avoir de nouveaux comportements, mais assumés collectivement, pas avec une injonction
de l'État et qui vous dit bon bah si vous ne faites pas ci, vous n'êtes pas bon quoi. Voilà, ça aussi, on a imposé le nucléaire, on a imposé le diesel, et maintenant on veut nous imposer de plus en plus voilà, oui. Je voulais poser une autre question. Le mouvement des Gilets jaunes, en fait, il s'est aussi positionné contre une forme de capitalisme. Et ils ont aussi initié un des premiers combats, c'est-à-dire de reprendre en fait des choses basiques qui sont ne serait-ce que les cultures. Aujourd'hui, sur des ronds-points, on trouve de plus en plus de Gilets jaunes qui prennent l'initiative de ne plus aller finalement s'alimenter que en enrichissant des carrefours, des Auchan, etc., mais en cultivant par eux-mêmes, et quelque part ils réinitient et on revient en fait un petit peu à ce côté quelque chose de plus logique et naturel, et on s'aperçoit en fait que de ce point de vue-là, pour moi en fait, ce mouvement il est profondément aussi écologique parce que il dit ok, on a des ressources qui sont difficilement, c'est difficile de s'en passer, mais la première ressource sur laquelle on peut empêcher les capitalistes de se faire de l'argent sur notre dos, c'est déjà sur la nourriture qu'on peut produire nous-mêmes. Et du coup, aujourd'hui, on trouve de plus en plus de ronds-points, comme je disais. Alors là, je peux être que d'accord. J'ai essayé de le dire, mais tu l'as dit mieux que moi. Je pense que, par exemple, la question de l'agroécologie, elle est au centre, et pas seulement d'ailleurs dans les lieux, dans le domaine rural, mais y compris au centre des villes, ça se posera. Comment s'est passé après la grande crise automobile à Détroit et dans les grandes métropoles américaines, les gens ont commencé à faire des champs où ils cultivaient pour s'auto-alimenter. Ils ont, face au besoin de s'alimenter de façon à la fois bonne et disons qui soit pas chère, c'est eux-mêmes qui ont pris en main l'organisation à la place des grandes usines qui avaient été pétées d'espace pour l'agroécologie. Mais plus profondément, ça donne aussi une autre idée écologiste de ce que tu viens de dire, c'est que c'est la question de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, les paysans de Via Campesina, qui sont des organisations un peu à laquelle se rapproche la Confédération paysanne, et donc il y a des millions de paysans organisés dans la Via Campesina, demandent cette exigence de souveraineté alimentaire. Il y a d'ailleurs, en passant, il y a le mot de souveraineté, ça veut dire quelque chose, c'est pas la souveraineté nationale, hein, c'est la souveraineté populaire, y compris sur les aliments, qui se pose aussi d'ailleurs sur l'énergie, etc. Et la souveraineté alimentaire, telle que tu l'as décrit, par la prise en main des circuits courts, des marchés agricoles locaux, la production à travers des jardins partagés ou des espaces agroécologiques dans le domaine rural comme dans le domaine citadin, est effectivement une lutte d'extrême importance, et d'ailleurs peut être coordonnée avec les paysans qui sont dans le marché paysan, parce que quelle est la question de la souveraineté alimentaire, c'est que la production agroalimentaire aujourd'hui est une production industrielle dégueulasse qui non seulement produit de la merde dans nos centres commerciaux, mais surtout produit de la merde à l'extérieur, parce qu'on vend nos circuits et on casse l'économie vivrière des pays du tiers-monde. Et de ce point de vue-là, je pense que les gilets jaunes n'ont pas assez mis en cette analyse de la question de l'alimentation en avant dans leurs revendications, parce que dès qu'on mettra cette question au centre, y compris en partant de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de notre autoproduction, et bien on arrivera à un moment donné à contester à la fois le rôle de la PAC telle qu'elle est aujourd'hui, la politique agricole commune de l'Europe, qui est d'abord un élément de destruction des économies des pays du tiers-monde, et y compris de l'exil de millions de paysans, et où ils vont d'abord dans les bidonvilles, ils viennent pas en France, ils viennent dans les bidonvilles des grandes villes qui deviennent de plus en plus des mégalopoles dans les villes africaines, maghrébines ou du monde entier, et ensuite ils immigrent en Europe. Et donc après, les gouvernements vont mettre en place des trucs pour leur interdire de venir, des forteresses, tout ce que tu veux. En fait, ils sont à l'origine concrète de la destruction programmée des économies de ces pays.
D'abord, ils ont voulu ils ont voulu casser les États dans les années 70 parce qu'ils ont organisé avec le FMI, Fonds monétaire international, aujourd'hui dirigé par Christine Lagarde, la destruction des États en privatisant de fait l'ensemble des États qui s'étaient décolonisés, et puis avec l'exportation des produits agricoles, mais pas seulement des produits agricoles, du textile aussi. Toutes les industries qui étaient en train de naître après la décolonisation ont été cassées. Après, on a raconté, de toute façon, ils ne savaient pas produire et tout ça, mais c'est pas vrai. C'est nous qui avons organisé, enfin nous, pas nous, pas toi, moi, tout. C'est les États, c'est les capitalistes qui l'ont fait. Et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est important justement là, l'écologie, il y a quand même un mot d'ordre qui, depuis le début, c'est la liaison entre le local et le global. Et là, c'est un bon exemple. On voit quand c'est mal fait au niveau du local, ça produit de la merde au niveau du global, y compris ça a des conséquences en plus chez nous, quoi, toi, mais chez eux d'abord principalement. Comment tu appelles le nom de Murray? Murray Bookchin, c'est B-O-O-K-C-H-I-N. Voilà. Et donc, mais c'est vrai que B comme Brigitte. C-H-I-N, voilà. Et donc, moi, c'est Patrick Farbiaz, voilà. J'ai même plusieurs livres à disposition. Mais, tu pourrais nous montrer ton livre juste avant? Ouais. Hein? F-A-R-B-I-A-Z. Alors, je vais montrer un livre, après, si vous voulez chercher à l'intérieur de cette valise. Et du coup, j'aurais aussi une question à te poser. Qu'est-ce que tu penses en fait du positionnement des écologistes type Europe Écologie Les Verts qui sont soutenus par une tranche du capitalisme comme le MEDEF, et de ce capitalisme finalement vert, comme on peut appeler. Je pense j'ai l'impression que c'est contradictoire. Je pense que oui, c'est un oxymore, le capitalisme vert, c'est évident. Le capitalisme le capitalisme ne peut pas être vert. On l'appelle le capitalisme vert mais il est plus vert, quoi. C'est le capitalisme toujours, quoi. Pour moi, j'ai dit qu'il y avait deux écologies, celui de l'écologie de survie et l'écologie d'abondance. Mais j'aurais pu dire aussi qu'il y avait trois écologies, même plus. Pour résumer, il y a une écologie libérale. Pour répondre à ta question précisément, il y a une écologie libérale. Il y a une écologie, ça on le voit, c'est souvent l'ancien vert d'ailleurs, hein, c'est de Rugy, c'est Cohn-Bendit, c'est Pascal Durand, Pascal Canfin, etc. Ils sont ralliés à Macron, ils venaient des Verts et ils pensent qu'on peut tout réguler par le marché lui-même. Voilà. Il y a une deuxième écologie qui est l'écologie mainstream d'Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire c'est quoi cette écologie-là? C'est une écologie, finalement, c'est la social-démocratie de l'écologie. C'est une écologie que j'appelle d'accompagnement du système. C'est-à-dire qu'on veut légitimement faire avancer le schmilblick, c'est-à-dire réduire un peu les inégalités sociales et environnementales sans s'attaquer au fondement du système capitaliste. Et donc, on fait comme la social-démocratie l'a fait. Tant qu'on a une marge, eh bien, on essaye d'améliorer les choses. Et puis, quand la marche se pète la gueule, eh ben, le roi est nu. Ce qui a été Hollande. Et ben, maintenant, LV, Jadot, tout ça, ils vont bientôt être nus parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de marge. Alors aujourd'hui, ils sont appuyés, très fortement. Ils sont appuyés très fortement par finalement une base qui veut que ça change vite. Et notamment, l'événement le plus important, ça n'a pas été du point de vue du capitalisme vert, d'ailleurs, les élections européennes, ça c'est l'écume des trucs, parce qu'à chaque fois, les Verts, ils ont fait yo-yo, ils ont fait 16%, il y a 10 ans, là, ils ont fait 13,5%, bon voilà. Par contre, ce qui s'est passé pendant les élections, c'est le pacte Berger-Hulot. C'est-à-dire le fait qu'une quarantaine d'associations, de syndicats, et pas n'importe quoi, la Fondation Nicolas Hulot, Emmaüs, tout ça, c'est très important. Hein. La CFDT, et la CFDT et Hulot ont fait un pacte qui
pose les bases de cette social-démocratie écologiste. Et donc, elle va avoir un rôle. Je pense qu'elle se réunifiera d'une certaine façon avec ce qui restera du Parti socialiste, ce qui restera de génération, je sais pas quoi. Ouais. Ça s'appellera, enfin, on l'appelle l'écologie, la gauche, machin, etc. C'est des gens qui pensent qu'on peut gérer le système sans lui faire mal, quoi, finalement, sans le péter au milieu, quoi, hein. Et puis, il y a une troisième écologie. Cette écologie, elle est totalement divisée en France. Il y a ce qu'on appelle les écosocialistes, que vous retrouvez soit NPA, soit la France Insoumise. Il y a les décroissants, qui sont sur le terrain un courant assez fort, mais qui est pas très organisé politiquement. Il y a l'écologie, disons, sociale, qui est en train de mûrir, notamment à travers les Gilets jaunes. Hein. Les gens de Commercy qui travaillent depuis longtemps avec les écologistes à Bure contre les déchets nucléaires. C'est ce courant que moi aussi, j'essaye d'animer, de représenter, et qui n'a pas encore véritablement d'organisation. Il y a, comment dire, les écoféministes. L'écoféminisme n'a pas d'organisation non plus, mais est un courant de plus en plus fort au niveau des femmes. On pourrait en retracer sa généalogie. Il y a la justice environnementale, etc. Et en fait, ce courant est très large, mais comment dire, il a comme point commun, c'est qu'il pense qu'il faut rompre avec le système capitaliste et le capitalisme vert et la marchandisation de la nature. Et ce que les autres ne veulent pas faire, fondamentalement, ils acceptent les règles du jeu. Et tous ces écologistes dispersés, eux, font front commun sur cette idée. Il est plus possible de sauver ce système si on veut sauver ou au contraire d'ailleurs sauver si on ne peut pas sauver en fait la planète telle qu'elle est, de la 6e extinction des espèces, de la destruction faite par le réchauffement climatique, de la destruction de l'environnement et de la pollution industrielle, si on continue à pactiser d'une manière ou d'une autre avec ce système. C'est un vieux débat, hein, dans le mouvement populaire, il a toujours existé. Il y a un moment donné, ça s'appelait Réforme et Révolution, il y a un moment donné, c'était communisme contre socialisme, etc. Là, c'est l'écologie populaire et sociale contre l'écologie libérale et l'écologie social-démocrate d'accompagnement. Et c'est fondamentalement le même débat qui continue. Il y a des gens qui pensent qu'on peut, en permanence, à l'échelle d'une génération, c'est certainement vrai, de 2 générations, de 3 générations, sauver ce qui est sauvable. Mais là, les conséquences de leur indécision vont être beaucoup plus dramatiques que pour les générations précédentes. Parce que le capital, jusqu'ici, parce que moi je suis pas d'accord avec une grande idée qui surgit depuis quelques années dans l'écologie, qui aurait voilà, il y a le néolithique, je sais pas quoi, etc. Puis à l'époque moderne, il y a né dans les années 1750 et 1800, à l'aube de la révolution industrielle, une ère qui s'appellerait l'ère de l'Anthropocène. L'Anthropocène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes ont tout fait pour détruire la nature. Mais moi, je m'excuse, je suis un homme, je n'ai pas détruit la nature. Moi. Tu pourras compléter ou n'est pas d'accord, peu importe. Mais fondamentalement, je résume caricaturalement. Moi, j'appelle ça, non pas l'Anthropocène, mais j'appelle ça le capitalocène. Parce que depuis finalement la pseudo-découverte de l'Amérique, qu'est-ce qu'on a fait? Le capitalisme a fait, a détruit une partie de la population africaine, a fait un génocide sur les Indiens, etc. Il y a eu l'esclavage, tout ce que vous voulez, et puis il a mis les bases de la révolution industrielle. Et c'est cette révolution industrielle, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas l'autre, qui a détruit progressivement le fonctionnement de la planète même. Hein, c'est-à-dire le réchauffement climatique, c'est une conséquence du capitalocène. C'est pas une conséquence de l'homme. C'est pas vrai. Hein, les hommes, ils existaient avant le capitalisme. Et on n'a jamais atteint un tel niveau de destruction de la planète avant la naissance et l'expansion en tout cas du capitalisme à échelle planétaire. Voilà, c'est tout. T'es pas d'accord? Vas-y. C'est pas que je suis pas d'accord. Je fais de la paléontologie en amateur. Oui. Ceux qui ne le savent pas, la paléontologie, c'est l'étude des fossiles. Donc on cherche. On est le bras de terrain de la géologie française. Et je suis dans une association qui est reconnue au niveau national.
parce que les géologues, les chercheurs français en géologie n'ont plus le temps d'aller sur le terrain. Donc nous, on a des agréments, des autorisations, on va chercher des fossiles et quand on trouve quelque chose qu'on ne connaît pas, on dit attention, on a trouvé ça. Et après, c'est envoyé à des chercheurs qui font de la recherche. Pour ce qui est de l'Anthropocène, on commence à en discuter et en fait, maintenant, on est capable de dire, ça a mis du temps à arriver, que l'homme, donc l'espèce humaine, marque la Terre de manière quasi indélébile. Oui. Avant, on ne pouvait pas le dire, maintenant on en est sûr. Oui, mais le problème c'est... Non, je ne suis pas en désaccord avec ça. Je suis en désaccord. On a dit à un moment donné, on va dater cette nouvelle ère en l'appelant l'Anthropocène et on va la dater précisément au moment où le capitalisme industriel prend son envol. Ce que tu as dit, pas contre? Oui, exactement. Le capitalisme, pas le capitalisme, l'homme, il a effectivement marqué la Terre, y compris simplement quand tu vas sur le terrain, le mode de production on dit asiatique, avec en dégradé les Chinois ou les Vietnamiens, tout ça, produisent du riz, c'est une façon de marquer la Terre. De façon profonde, et ça la détruit pas. Il y a eu des déforestations au Moyen-Âge très très importantes, on détruit une partie des forêts primaires. Et là, on est arrivé à un stade où c'est pas simplement une empreinte de l'homme, c'est une destruction féroce, prédatrice de la Terre et qui n'est pas faite par l'homme, qui est faite par un système. C'est le système social, pas l'espèce. Voilà, c'est exactement. C'est ça, cette petite. C'est une interprétation politique que je fais. Bon, simplement, les chercheurs ont voulu dire voilà, on a trouvé un truc et on va trouver une nouvelle ère. Et je la vois, je l'analyse de façon, disons, politique. Parce que je pense que ça va avec l'idée, qui est compris répandue par tous les macronistes de la Terre, tout ce que vous voulez, l'idée que finalement nous serions tous responsables. Eh bien non, je ne suis pas responsable, moi, de la destruction de la Terre. C'est pas parce que je vais faire mes 10 gestes ou mes 100 gestes écologistes quotidiens que je vais sauver la Terre. Non, c'est pas vrai. Alors, qu'il y ait une prise de conscience qui soit importante et qui soit aidée par les petits gestes, là, mais c'est d'abord un combat politique, c'est d'abord un combat idéologique, c'est d'abord un combat social que nous devons mener et que nous devons, en identifiant notre ennemi. Si on dit, eh bien, on est tous responsables, bon, bah alors, il n'y a pas de problème. Total peut continuer à carboner l'économie, quoi, hein, parce que bon, bah voilà, Total, c'est un homme par rapport par rapport à moi ou par rapport à toi. Non, c'est pas vrai. Hein. Aujourd'hui. Ça rejoint une autre idée qu'on a entendue ici aussi, que le capitalisme existerait depuis toujours et donc, sous-entendu, va exister toujours. Oui, mais voilà, c'est fatal. C'est daté, le capitalisme, oui. Le 14e, 15e siècle. Exactement. Non, non, c'est deux choses. Il a raison. C'est-à-dire que c'est voilà, il y a plusieurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, c'est le marché ou c'est l'exploitation. L'exploitation, c'est le 18e siècle. Ou tu prends Brodel ou tu prends Marx, en gros, où tu dis qu'il commence à y avoir un marché au 14e siècle et donc le capitalisme. Il y a pas. Non, mais il y a un marché d'ailleurs depuis encore plus longtemps. C'est pas le souci. Il y a une internationalisation des rapports sociaux qui débouche sur quand même le premier génocide du siècle des Indiens, ensuite la traite esclavagiste en Afrique, et ensuite l'esclavage dans tous ces pays. Bon, en Amérique latine, en Amérique, oui, par exemple. En Amérique. C'est l'extraction de capital, la première extraction de capital. Oui, mais ça. Oui, mais donc c'est du capitalisme, parce que qu'est-ce qu'on extrait? Non, tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une ville de Bolivie, j'ai oublié le nom, où et il y en a aussi au Pérou, où en fait on exploite l'or, les montagnes d'or, pour reprendre le nom, exactement dans les mêmes lieux où il y a aujourd'hui des combats sur l'exploitation de l'or ou du pétrole. 8, 6 ou 7 siècles après, les mêmes Indiens se battent contre, c'est plus des firmes espagnoles, c'est des firmes américaines ou autres, mais ils se battent dans les mêmes lieux contre les gens qui font de l'extractivisme. Mais c'est quoi l'extractivisme? C'est l'accumulation, en réalité, de
de richesse qui va ensuite être envoyée en Espagne. Et comme l'Espagne, finalement, veut régler toutes ses dettes, ceux qui exploitent, en fait, à la fin, ces richesses, c'est les banquiers d'Amsterdam ou de Venise ou de Gênes, etc., et qui vont transformer l'Occident et qui vont préparer les bases du capitalisme industriel 2-3 siècles plus tard. Donc il y a une vraie logique depuis effectivement le XVe siècle qui va du génocide indien et jusqu'à aujourd'hui les multinationales. Et par exemple aujourd'hui, la même bataille sur la question des métaux précieux. Ce qu'on appelle les métaux précieux, c'est par exemple votre smartphone, il est fait de lithium. Bon, où est-ce qu'on prend le lithium? Dans un certain nombre de régions du monde, dont la Bolivie, où avant on exploitait l'or. Et aujourd'hui, un des problèmes de Morales, le président bolivien, c'est finalement, c'est de négocier avec les multinationales pour que finalement ça se passe bien, quoi. Hein, mais ça veut dire que ceux qui vont en pâtir, on le sait déjà, c'est les Indiens de Bolivie qui sont d'ailleurs majoritaires. C'est un des seuls États et qui sont chez eux, oui, absolument. Et voilà. Et après, on va dire, voilà. Bon. Et donc, il y a une vraie logique du capital liée à l'extractivisme et à ce que j'appelais dans mon exposé le capitalisme d'expulsion. Le capitalisme d'expulsion, il expulse les matières, les ressources naturelles, mais il expulse aussi les hommes. Et ça, faut comprendre la liaison entre la nature et les hommes. La question, par exemple, de l'écoféminisme le montre bien. L'écoféminisme, c'est vraiment le fait que la domination des femmes, elle est liée à la domination de la nature. Et il y a une petite il y a une petite histoire qui est marrante, c'est que quand on invente l'écoféminisme, c'est aux États-Unis, mais c'est surtout en Inde. C'est dans des luttes contre la destruction des barrages. La destruction des la construction de barrages, voilà. L'expropriation des Adivasi avec et Vandana Shiva, elle appelle son mouvement de lutte contre la destruction par les barrages, le mouvement Chipko. Et le mouvement Chipko, ça veut dire, en gros, ça veut dire encercler l'arbre, quoi. Et il fait référence à la première lutte écologique extrêmement connue qui s'est passée au XVIe siècle dans l'état où il y a les Maharajas du Rajasthan, pardon, je suis fatigué, et où il y a, moi je l'ai visité, etc., que des palais, etc. Mais ces palais, c'est intéressant de savoir comment ils ont été construits. Et il y a un roman d'ailleurs d'Irène Frins sur ce mouvement Chipko, c'est-à-dire à un moment donné, le Maharaja de Raipur, je crois, qui est une sorte de capitale, et décide pour construire des meubles dans son palais, de détruire une forêt entière d'arbres. Et à ce moment-là, il y a, disons, une sorte de gourou qui anime une sorte de secte paysanne, mais qui est vraiment implanté dans le coin, quoi. Et il refuse, c'est surtout organisé par les femmes, ces femmes refusent qu'on détruise leurs arbres. Et elles se regroupent autour de chaque arbre. Et le Maharaja dit, autorise son armée à tuer ces femmes. Il y a 330 villageoises qui, en encerclant les femmes, encerclant les arbres, pour détruire, parce qu'elles refusent qu'on détruise leurs forêts et leurs arbres, vont se faire tuer sur place. Et elles vont, et donc ce mouvement s'appelle Chipko. Et 3 ou 4 siècles après, dans les années 70, symboliquement, l'écoféminisme renaît autour de ce mouvement Chipko. C'est-à-dire que c'est toujours, ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours la lutte des mêmes contre les mêmes. L'écologie, c'est ça, c'est une sorte de guerre populaire des pauvres contre la destruction et de la planète et des hommes. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de cette leçon. Moi, je ne suis pas responsable de la destruction de la planète. Toi non plus, toi non plus, toi non plus.
ceux qui sont responsables, c'est ceux qui mettent en danger les hommes et la nature, c'est-à-dire c'est Total, c'est concret, hein, ça, ils ont des noms ces mecs, ils ont des noms, hein, c'est Total, c'est EDF, c'est hein, Pouyanné, oui absolument, Pouyanné le patron de Total, c'est Bolloré qui détruit les forêts en Afrique et qui en plus exploite les ports et ensuite exploite nos consciences par Canal+, et etc. Il y a une liaison entre tout ça. Il y avait un grand penseur écologiste qui est décédé, qui s'appelait Félix Guattari. Il disait toujours, il y a 3 écologies, hein, fondamentalement. Il y a l'écologie mentale, l'écologie sociale et l'écologie environnementale. L'écologie environnementale, bon voilà, s'adresse à l'environnement. L'écologie sociale, on en a pas mal parlé, hein, ça va de l'ouvrier qui se bat pour préserver ses droits, qu'on lui casse les CHSCT, et ben on casse la santé au travail, et donc on casse finalement ce qui contestait la pollution industrielle au travail, l'amiante, des trucs, mais aussi la façon dont on casse les ouvriers par la machine, par la vitesse, par l'organisation scientifique du travail. Et l'écologie mentale, c'est finalement ce qui pollue nos esprits, nos cerveaux. C'est pas seulement d'ailleurs les ondes électromagnétiques qui sont un des éléments de plus en plus importants d'ailleurs, mais c'est la publicité, c'est la façon dont fonctionne le rapport à l'écran, etc. Et de plus en plus aux informations, aux séries qui partent. Les séries américaines, c'est une production de schémas mentaux qui sont diffusés à des centaines de millions de personnes tous les jours et qui les disciplinent dans un ordre capitaliste. Donc l'écologie, ce n'est pas simplement, encore une fois, la question de l'environnement. C'est un projet global qui, à mon avis, va, qui est finalement le projet socialiste complètement recomposé autour toujours de la défense des communs et parce que c'est ça sur le fond et de la lutte contre la propriété privée, mais le socialisme, disons, était réducteur. L'écologie va plus loin. Et pour moi, c'est ce qu'on appelle le paradigme, c'est-à-dire la centralité de l'idéal politique qu'il faut avoir aujourd'hui pour aller vite. Hein, je sais pas bon, quoi. Voilà. Et ça, je pense que c'est de ça qu'il faut à un moment donné s'imprégner dans le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il faut comprendre qu'on est sur le fond, à l'avant-garde. On le sait pas nous-mêmes parce qu'on comprend pas notre histoire. Et c'est ce que j'ai voulu, moi, à travers la discussion et l'exposé, c'est que ce qui est important, c'est de se réapproprier. Non, moi, j'ai bu 15 bières, puis j'ai raté 3/4 de ce que tu as dit, donc c'est pas grave. Ça va pas forcément. On est pas là. On va avoir un point de vue objectif. Tout à l'heure, je t'entendais quand la commission internationaliste dire au départ, tout le monde a rejeté les Gilets jaunes. Enfin, tout le monde, en tout cas, dans la gauche, à gauche, entre guillemets, a rejeté les Gilets jaunes. Sauf peut-être. Alors, moi, je me situe pas forcément dans la gauche, mais je me situe comme éco-socialiste. Et oui. Avant le 17 novembre, j'avais fait un texte de soutien aux Gilets jaunes parce que par rapport à une expérience particulière, ce que je racontais l'autre jour à l'occasion de l'atelier Rond-Point, c'est-à-dire que j'étais retourné dans ma région d'origine, près de la frontière belge, et que j'avais vu que tout le monde allait faire ce mouvement, y compris mes tantes qui sont tout sauf des fachos, et tout sauf des folles du volant, quoi. Mais simplement pour un besoin vital pour se soigner, pour vivre de voiture. Et je sais pas, donc moi j'ai grandi dans un village quand tu dis c'est le premier mouvement social écologique populaire. J'ai grandi dans un village de 300 habitants, pas très loin de Bure d'ailleurs. Et à 18 ans, j'ai été exproprié d'une culture, de relations sociales, de relations avec les arbres, avec les chevaux, avec les rivières, avec plein de trucs. Et j'ai dû refaire ma vie ailleurs. Et toute ma vie, en fait, je me suis retrouvé confronté à des gens qui avaient eu la même expérience, en solidarité avec des gens qui avaient eu de façon plus ou moins violente, parce que dans certains cas, ils en sont morts, mais la même expérience avec le capitalisme, et la même expérience que les gens du Larzac quand ils disaient qu'ils voulaient
qui posaient la revendication de vivre, de décider de travailler au pays. Exactement. Donc, t'as pas manqué mon exposé, c'est ce que j'ai expliqué. Que ce soit effectivement les autochtones d'Amazonie dont tu as parlé, que ce soit les Kurdes qui sont en train de se faire noyer leurs rivières pour faire des centrales hydrauliques, d'ailleurs construites par la France, qui sont en train de se faire détruire leur habitat troglodyte qui a 2500 ans, que ce soit avec les Basques contre la ligne LGV, la ligne à grande vitesse, avec les Bretons contre la ZAD, avec les Occitans italiens de Valsusa contre le Lion de Turin, y compris pour protéger des espaces dans le 93, puisque maintenant je suis en 93, la forêt de Romainville. La forêt de Romainville, voilà, où quand le Castro a voulu démolir la Courneuve pour faire des logements à lui, pas la forêt, le parc de la Courneuve. Donc en fait j'ai l'impression que des mouvements écologiques populaires n'ont jamais eu de cette ampleur, mais c'est un peu un fil rouge. C'est un fil rouge, mais il n'y en a jamais eu de 70. Oui, moi c'est ce fil rouge que je suis, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas eu de cette ampleur. C'est-à-dire tout ce que tu viens de dire, c'est complètement juste, mais c'est complètement des luttes qui ont été éparses, divisées. D'ailleurs, on n'a jamais voulu en voir la signification, la logique d'ensemble, et y compris les écologistes eux-mêmes ont segmenté ces trucs-là. Et aujourd'hui, les Gilets jaunes permettent d'analyser non seulement l'ampleur, mais la réalité sociale et politique du phénomène. Ce que tu viens de dire, c'est formidable, c'est presque mieux que ce que je viens de raconter. Non, mais je veux dire pourquoi? Parce que tu as commencé par ta vie, tu as dit, voilà, on m'a expulsé et j'étais lié aux chevaux, à la nature, etc. Et bon, ben c'est ça, quand j'ai parlé, dans mon exposé de capitalisme d'expulsion, tu l'as mieux formulé que je pouvais le formuler. C'est ça le capitalisme d'expulsion, c'est qu'il expulse la nature, mais il expulse aussi l'être humain, mais dans toutes ses dimensions. Et toutes ces dimensions, y compris jusqu'à son cerveau, quoi. Et je pourrais pas mieux dire parce que je pense que si on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes par rapport à ça, précisément, eh bien, on ne comprend pas ce mouvement. On en fait un mouvement un peu corpo, un peu réac, un peu, ouais, voilà, c'est en gros, c'est les beaufs qui défendent leur niveau de vie, etc. Non, c'est le premier mouvement d'avenir de la société française depuis très longtemps. Je dirais même moi j'ai vécu 68 en tant qu'lycéen et je dirais que c'est plus profond que 68. Parce que là, c'est les classes fondamentales qui sont mises en mouvement. Oui, il y avait les ouvriers, c'était mis en mouvement en 68. Mais ils étaient très encadrés dans le cadre d'un capitalisme, etc. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase. Ils ont lutté 15 jours. Ils ont lutté à 9 millions. C'est le 27 aussi. Et c'est assez juste. Tu voulais moins longtemps, mais de façon plus massive. Mais oui. J'avais pas tout à fait. Pardon. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est, je pense aussi qu'il y a un rapport à la nature, en fait, même chez les gens qui ont pris des lotissements dans les années 80. C'était pas uniquement pour plus voir leurs voisins, c'était aussi pour se rapprocher de la nature. Je pense qu'il y a une appropriation à leur nature, ça veut rien dire, mais il y a un besoin qui est nié par le capitalisme, mais il y a un besoin de respirer, quoi. Il y a un besoin d'une sérénité qui est donnée à la personne humaine par le contact même limité avec un jardin, avec des arbres, et que ce mouvement-là, dès le départ, j'avais l'impression qu'il exprimait ça, parce que c'était des gens qui étaient restés là, qui étaient restés dans leur village, alors que c'était chiant, ils s'endettaient. Oui. Qui ne pouvaient pas soigner comme ils auraient pu soigner, que s'ils faisaient un AVC, on allait les soigner, mettre beaucoup plus longtemps à les soigner qu'on ne l'aurait fait même à Aubervilliers, qui avaient une perte sur plein de choses, mais qui s'accrochaient à leur espace et qui étaient menacés dans leur survie dans cet espace. C'est la plèbe sous forme d'une vie contrainte. Alors après, ce que tu dis, c'est intéressant parce que
moi, ça m'interroge sur ce que tu racontes, donc je réfléchis comme ça, mais quand tu dis qu'il voulait, je pense que jusqu'à un certain point, hein, je pense que quand tu achètes un petit pavillon à 40 ans, tu n'imagines pas comment tu vas devenir à 70, quoi, hein, parce que je dis ça parce que j'ai participé une fois à une réunion dans le Val-de-Marne, où le Val-de-Marne, c'est pas loin de Paris, hein, mais ils avaient acheté des petits pavillons assez loin quand même, et ils revendaient systématiquement pour revenir vers Paris pour justement, à cause des problèmes de clinique, de l'hôpital, ils avaient tout ça. Donc c'est vrai, mais je pense qu'il y a beaucoup de ces gens qui ne peuvent pas le faire. Il y a toujours une part de contrainte, mais une part d'aspiration. J'entends bien et je pense que c'est intéressant de dire ce que tu viens de dire, parce que le rapport entre la contrainte et l'aspiration, à mon avis, on ne l'a pas assez analysé d'ailleurs dans le mouvement des Gilets jaunes, et il faudrait presque faire une enquête là-dessus, parce que je pense que c'est au nœud du mouvement des Gilets jaunes, ce que tu viens de dire. La contrainte, l'aspiration. Oui, elle voulait dire. Oui, non, moi ce que je voulais te dire en fait, je t'écoutais parler d'écologie et je me dis en fait, il est hyper révolutionnaire. L'écologie, c'est un concept hyper révolutionnaire. Parce que si je prends cette bouteille, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui ont fait le bouchon, cette bouteille, tout ça, qui va finir à la poubelle. Il faut que ça soit à la benne, il va falloir qu'on fasse à nouveau des extractions de matériaux, de matières premières, pour faire ce tas de trucs, pour essayer de l'éliminer. Et donc, si tu veux, ça veut dire qu'on est vraiment sur les fonds de la société, quoi. C'est vraiment, on est sur une société de gaspillage. Parce que bon, c'est pas normal d'employer les gens et de gaspiller des tas de matériaux pour mettre un peu dans une bouteille. C'est ridicule d'un point de vue économique. Donc, si tu veux, on est dans une société de gaspillage, c'est le stade ultime, hein, l'exemple ultime de cette société. Non, c'est pas ça. Cette bouteille n'est pas le stade ultime. Le stade ultime, c'est ce qui est en train de se passer dans un Franprix que tu connais, et dans tous les Franprix, dans tous les centres commerciaux de France. C'est-à-dire que tu veux acheter du bio dans ton Franprix, et il est dans du plastique. Et pourquoi il est dans le plastique, le bio? C'est très intéressant, l'explication des mecs qui font ça. Il est dans du plastique, le bio, parce que les gens, ils ont peur que les gens aillent mélanger le bio avec ce qui n'est pas du bio pour acheter moins cher leurs pommes, tu vois, ou leurs kiwis. Là, c'est dingue. C'est-à-dire que la folie du profit fait que les mecs sont tellement parano, ils ne vont pas gagner, qu'ils ont peur des gens et qu'ils leur refoutent du plastique qui vont autour du bio. Contexte bio, ça veut dire je prends cet exemple-là parce que simplement, j'imagine la quantité de matière première qu'on a utilisée pour faire cette bouteille, entre l'étiquette, le bouchon et la bouteille elle-même. Et donc, ça veut dire qu'on est dans une société qui est basée sur le gaspillage et des matières premières. Tout ça, je veux dire, c'est de la matière première. Et donc, on est dans une société qui est complètement basée sur le gaspillage. Donc, ça veut dire que l'écologie, c'est un changement de mentalité et de mode de vie. Et quitter cette bouteille. Non, c'est le mode de vie, je suis d'accord, mais il faut aussi que le mode de production de cette bouteille change. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on se dise, il ne faut pas les produire. Oui, il ne faut pas les produire. Donc, par exemple, toi, un des problèmes énormes de l'écologie dans les années qui viennent, c'est qui pourrait être posé par les Gilets jaunes d'ailleurs, hein, et qui n'est pas vraiment posé celui-là. Je l'ai évité parce que je ne l'ai pas vu. C'est la reconversion industrielle. C'est-à-dire que la question des bagnoles, si on veut trouver d'autres modes de mobilité, de toute façon, il faudra remettre en cause l'industrie automobile. Hein, de même, le gouvernement arrête 4 centrales à charbon, etc., ce qui est totalement peanuts, mais en réalité, ça fait très longtemps qu'on a commencé à désindustrialiser le charbon, mais il a fallu commencer à reconvertir. Quand vous avez, c'est extraordinaire, cette région même, parce que cette région, elle revit, parce que de fait, les gens, ils font tout pour quand même la dépolluer, ça devient... c'est pas mal, hein, Mont-Soleil-Mine. Ils ont un débat en ce moment, il faut l'appeler Mont-Soleil-Lac. Et il se trouve que
bon, plutôt pour conserver la mémoire historique de Mussolini, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, ils se sont réappropriés la nature, alors à travers une crise hyper grave, mais il y a la question de la reconversion, c'est pas simplement des profits pour le capital, ça doit être pensé aussi comme un élément clé de la. Alors il y en a qui appellent de la transition, mais j'appelle ça de la rupture écologique. Voilà. Et la bouteille, le problème qu'elle a soulevé avec la bouteille, actuellement, c'est en train de se mettre en place. On réutilise. Moi, j'ai connu des bouteilles de shit orange et de shit de citron. On ramenait les canettes. On essaie, enfin les canettes, les bouteilles. La canette n'existait pratiquement pas en France. Faut y aller. Et on essayait d'en avoir le maximum pour en avoir un peu plus. Mais c'était réutilisé. Et en Allemagne, ils le font. Enfin, moi, je vois au niveau du Leclerc, qui est à côté de nous, on a commencé à contacter le Leclerc en disant voilà, nous on pense que ça serait bien le leader price. On a des bouteilles en plastique. On peut les amener à la déchetterie. C'est 300 € la tonne. Voilà, c'est. Mais si on les utilise. On ne sait pas où est Chine, parce que la Chine et la Malaisie. La Chine, elle a arrêté. La Malaisie aussi. La Malaisie est en train d'arrêter. Et donc, on leur a dit bah voilà, nous on ramène des bouteilles vides, vous nous les remplissez. Enfin, c'est le distributeur, hein, donc c'est pas lui qui va le faire. Et soit le prix se maintient, soit il baisse un petit peu. Ça, c'est. Et quand on regarde la bouteille, là, les gens me disent ouais, c'est meilleur que de l'eau du robinet. C'est faux. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle une eau médicalisée. Quand on lit l'étiquette, il y a du magnésium, du ceci, du cela. Sur l'eau du robinet, il n'y a pas de ça. Il y a un peu de chlore, un peu d'un désinfectant classique, et puis après, basta. Il y a un peu de calcaire. Hein. On boit l'eau à Montpellier pour serrer les dents. Et à Bordeaux, elle est bonne. Et avant, j'avais. C'est quelque chose que je disais par rapport au capitalisme d'expulsion. Et je pense que c'est la petite histoire, la petite partie biographique qui m'a fait penser à ça. Mais quel rapport tu ferais entre l'écologie politique ou l'écologie sociale et le rapport à la société de contrôle? Parce que derrière, expulsion, c'est aussi contrôle sur les corps. Tu parlais d'écologie mentale, c'est contrôle sur les esprits. C'est intéressant parce que ça permet d'introduire une nouvelle notion. En fait, quand je parle de capitalisme d'exclusion, je fais référence à un livre d'une sociologue anglaise, je ne sais plus le nom, mais qui s'appelle le capitalisme d'expulsion. Il y a un autre livre d'une Française qui s'appelle Barbara Stiegler, qui a été édité il y a quelques mois, et qui s'appelle « Il faut s'adapter ». Donc il y a une injonction qui rejoint le capitalisme. Face au capitalisme d'expulsion, qu'est-ce que te raconte le capitalisme, ou en tout cas ses organes culturels, politiques et autres. C'est l'injonction de s'adapter. Il faut que vous adaptiez au changement. Il faut que vous adaptiez. Donc ça peut être le changement climatique, mais ça va être les licenciements, la mobilité. Quand Macron va raconter à des ouvriers, mais écoutez, vous avez que 50 km à faire, vous traversez la rue, etc. Mais avant de traverser la rue, il avait dit aux ouvriers, je ne sais plus si c'était GMS ou je ne sais pas quoi, mais en Ardèche, il faut faire 80 km dans la journée, c'est pas un problème, quoi. Toi, bon, ça faisait 160, quoi. Bon, voilà, il faut s'adapter. Hein. Et donc, on dit à tout le monde qu'il n'y a pas de problème avec le capital, il faut s'adapter. Donc, ton corps, non seulement est contrôlé, on est entièrement d'accord, et il est discipliné, mais il est discipliné à un niveau où il faut s'adapter tout le temps. C'est-à-dire qu'on on casse les corps au nom de l'injonction de l'adaptation. C'est pour ça aussi que je me méfie, d'une certaine façon, de l'écologie du capitalisme vert. Parce qu'au nom de la résilience, qui est un mot qui est juste, la résilience. Et l'adaptation, c'est compris de s'adapter à ce que va nous faire subir le réchauffement climatique. Et au nom de l'adaptation, on n'a pas besoin de lutter contre. On n'a pas besoin de remettre en cause le mode de production, de consommation. Non, allez vous adapter. Et Barbara Stiegler explique dans son livre
que c'est une injonction qui a commencé juste avant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que vers la fin des années 30, devant d'ailleurs la montée des totalitarismes, etc., les cercles capitalistes américains ont fait des cercles de réflexion sur la notion d'adaptation qui a été une notion centrale et qui a perduré jusque dans les années 70, 80, 90 et qui aujourd'hui est pleinement au pouvoir. Macron, il a fait sa campagne électorale au nom de l'adaptation à la globalisation. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu t'adaptes à la baisse des revenus du chômage, à la baisse de 20%. C'est ça que ça veut dire, la retraite à point 1 pour les Suédois ou les autres. C'est bon, vous voyez, bon voilà, il faut que tu t'adaptes à tout. Et donc, il y a une sorte de régression sociale au nom de l'adaptation. Et dans l'écologie, ça va donner des trucs absolument ignobles, parce qu'il faudra s'adapter de plus en plus à des choses il faudra s'adapter à la destruction des abeilles, et donc du miel, et donc de l'environnement que produisent les abeilles, et tout ça. Enfin, voilà, c'est ça, s'adapter. Et ça, c'est une idéologie centrale du capitalisme actuel, la notion d'adaptation. Évidemment, ça va avec le capitalisme de contrôle et de surveillance. Parce que non seulement on contrôle les corps à distance, etc., mais on surveille les gens à tous les niveaux. Au point d'ailleurs que nous on a eu un débat dans le groupe de Gilets jaunes du 20e qui était un débat un peu fou sur oui, mais ils vont nous contrôler si on vote au référendum sur l'ADP. Donc, faut savoir ce qu'on veut aussi. Il faut savoir ce qu'on veut. Non, mais je suis d'accord. Moi, je suis. Mais ça veut dire, que ça rentre tellement dans nos esprits qu'on devient même nous-mêmes parano et que pour s'adapter, on va même plus lutter, quoi. Tu vois, c'est ça que l'injonction paradoxale du capital. Voilà. Mais ce qui est marrant d'ailleurs, c'est la façon dont les choses se produisent en ce moment. Parce qu'en ce moment, c'est-à-dire que bientôt tu auras l'intelligence artificielle. Ça va être une sacrée révolution. Il n'y aura pas de place pour beaucoup de gens. Mais en ce moment, déjà, tu as déjà une destruction des emplois les plus. Enfin, les emplois pour les emplois de caissière, par exemple. C'est les emplois les plus menacés actuellement. C'est une caisse. Non seulement il n'y a plus de caisse, les supermarchés ferment. Parce que les gens achètent sur Internet et ils vont dans les supermarchés. Donc, en fait, c'est une vraie révolution. Il y a beaucoup de gens qui sont des personnes qui n'ont aucune formation, qui avaient un métier. Et il y avait des gens qui étaient. Il y en a pas mal qui ont fermé. Il y a eu des luttes de supermarchés. En région parisienne, il y en a eu énormément de supermarchés qui ont fermé, des Carrefour, des Auchan, des gros supermarchés qui ont fermé. Et ces gens qui ferment, c'est 100 200 personnes sur le carreau. Et un supermarché qui ferme, on n'en parle pas comme une usine qui ferme. Absolument. Et donc en ce moment, tu as une vraie révolution qui est en train de se passer, mais doucement, ça se voit pas. Ça se voit pas, doucement, c'est l'intelligence artificielle. Moi, je le relie justement à des aspects de société de contrôle. À partir du moment où tu détruis une forme de localisme, on va dire, tu ne peux plus t'approvisionner à proximité, tu deviens dépendant d'une chaîne d'approvisionnement qui elle-même est contrôlée par quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, on sait que tu t'approvisionnes à tel moment plutôt que de ça. En fait, tu peux bien bouffer des légumes si tu veux, s'ils sont poussés dans ton jardin, personne ne sait ce que tu bouffes. Ah oui. Et là, en détruisant un rapport local, tu renforces un lien de dépendance obligatoire en fait, sur lequel tu n'as pas le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Un peu comme le téléphone portable aujourd'hui. Enfin, je suis totalement d'accord avec cette idée, mais je ne l'avais pas mis, moi, dans mon exposé, la question du privilège de contrôle, pour une raison, c'est que je l'ai fait par rapport à l'état de conscience du mouvement des Gilets jaunes. Et c'est vrai qu'on commence simplement à soulever cette question du contrôle, tu vois, parce que vu le rôle des médias, vu le rôle de la façon, c'est pas là seulement la répression policière, c'est toute une dynamique de répression qui s'est constituée. Et donc là, on commence à prendre conscience de ce que tu viens de dire. Moi, je l'avais pas mis dans mon exposé parce que je l'avais pas vu comme élément important de la contestation des Gilets jaunes eux-mêmes. Je suis tout à fait d'accord.
c'est quelque chose qui va se développer dans les prochaines années, mais même dans le mouvement de Gilets jaunes, il y a une prise de conscience qui va monter par rapport à ce que tu dis. J'aimerais, si tout le monde a le temps, raconter une petite anecdote sur cet aspect-là, qui s'est produit quand je suis allé voir un endroit au travers d'une association avec laquelle je fais partie, un endroit qui s'appelle La Mine, qui est dans les Cévennes. J'ai plus l'endroit exact où ça se passe, mais c'est une ancienne mine désaffectée. Donc, par ailleurs, il y a une pollution énorme. C'est pas forcément ça sur quoi j'ai envie de m'attarder. C'est près d'Anduze. Et en fait, là-bas, il y a un camp de semi-nomades, on va dire, des gens qui s'installent avec leurs caravanes ou des habitats un peu précaires, en tout cas mobiles, sur ce terrain, et vont faire la saison, soit d'hiver, soit d'été, voilà. Et ils nous racontaient leur lutte pour faire reconnaître le fait qu'on pouvait ne pas avoir d'adresse et pour autant être citoyen et avoir des droits, et les mêmes droits que les autres. Et en fait, aujourd'hui, c'est extrêmement complexe, quand on n'a pas d'adresse fixe, de faire reconnaître ses droits en tant que citoyen. Et il faisait le lien, et moi que je n'avais jamais fait, d'ailleurs je ne connaissais pas d'ailleurs ce livre totalement, c'est de dire l'instauration de cette obligation d'une adresse est une forme de contrôle sur les corps, parce que en fait, maintenant, je sais que Monsieur X habite à tel endroit. Et donc, si j'ai des comptes, s'il a des comptes à me rendre ou si j'ai des choses à lui demander, je peux aller le voir à telle adresse. Si j'ai pas d'adresse pour lui, eh ben, je suis bien plus embêté pour le localiser. Et puis, j'allais dire, dans certains cas, ça peut être aller le chercher pour mettre en garde à vue, ou alors juste pour aller lui demander de rembourser ses dettes, ou voilà. Et donc, il y a des mécanismes comme ça de contrôle sur les corps. Moi, non, mais je connais. Faire au travers de ces personnes-là. Je connais parce que bon. À un moment donné, avec l'ALEM, on avait installé une yourte dans la mairie du 2e avec l'accord du maire pour montrer qu'il y avait d'autres formes d'habitation possibles qui étaient justement l'habitation nomade. Et c'est finalement, c'était des formes de vie sociale. C'est aussi ça qu'exprime, à mon avis, les nouvelles formes d'écologisme qui montent. On veut s'organiser. C'est la question de l'autonomie sociale. J'aurais dû en parler un peu plus, mais je pense que dans ce que tu viens de dire, ça illustre vachement un truc très important et que quelque part vont développer les idées des gilets jaunes, mais qu'on commençait à les développer dans des mini-expériences, c'est que les gens veulent, tout à l'heure on parlait d'agroécologie, c'était un peu ça aussi, on veut non pas simplement se l'approprier la politique, mais aussi la vie quotidienne. C'est-à-dire que, par exemple, le mode d'habitation qu'on veut n'est pas nécessairement un pavillon dans un lotissement ou un immeuble dans un HLM, quoi. Enfin, une habitation dans un HLM, c'est peut-être de pouvoir faire avec des normes, mais moins le type de permis de construire qui nous permettrait de vivre un peu différemment. C'est ce que revendique l'ALEM, parce que aujourd'hui on considère que les gens doivent être dans des petites boîtes, et c'est aussi ça le capitalisme qui est en train de naître, c'est-à-dire que bon, ça on l'a toujours vu depuis avec les corons, les machins, enfin tout ça, ça existait avant, mais aujourd'hui on interdit à certaines formes de vie sociale d'exister tout simplement. Avant, je veux dire, il y a eu Notre-Dame qui a brûlé, mais il y avait quand même la Cour des Miracles. À côté de Notre-Dame, il n'y a plus la Cour des Miracles. Et donc, ce que je veux dire par là, en disant cela, il n'y a pas une vraie Cour des Miracles. Je ne l'ai pas vue, en tout cas. À Sodran, à Villepinte. Ah non, je disais à côté de Notre-Dame, il y a toujours. Mais à côté, non, mais ça, c'est autre chose. Tu parles d'autre chose. Et là, il y a eu toujours des ghettos de pauvres, des machins dans l'histoire, ça c'est vrai. Mais à côté de Notre-Dame, non, et significativement parce qu'on veut cleaner le paysage, on veut le nettoyer socialement et écologiquement d'ailleurs. C'est-à-dire on veut que tout soit propre. Vous savez, c'est très drôle, mais il y a un enjeu de lutte dans les capitales, c'est justement les jardins. Pourquoi? Parce que les jardins, on veut qu'ils soient propres. On veut que le gazon soit impeccable, etc. Mais c'est antinaturel, ça. Je veux dire, il y a une organisation en ce moment, qui est une vraie organisation écolo, qui s'appelle les guerrilleros jardiniers, qui s'amènent on l'a fait dans notre jardin partané, chez les mecs, ils s'amènent et puis ils lancent des graines.
au hasard. C'est vachement bien, parce que qu'est-ce qui se passe? Les habitants, au lieu de organiser des petits carrés de jardinage individualiste et tout ça, eh bien, se mettent à cultiver en commun, à produire en commun des fleurs, des tomates, des je sais pas quoi, parce qu'ils s'aperçoivent que le jardin, c'est pas un truc privatisable comme ça en réalité, et que la nature n'est pas privatisable comme ça. Et je veux dire que quelque part, la LEM, ce qu'elle fait, c'est pareil, elle lance des graines de type de mode d'habitation, et puis ça va en l'air, et puis voilà. Et puis le problème, c'est de les défendre. C'est de pouvoir défendre le droit à habiter dans une yourte, si je veux. C'est de pouvoir les défendre dans un camping-car, si je veux. Et, bon, et si je veux, je me fais un pavillon, mais tu vois, c'est aujourd'hui le capitalisme au nom de l'individualisme, en fait, combat l'autonomie des gens. C'est-à-dire qu'il faut retrouver aussi, c'est un des objectifs, notre autonomie et notre capacité à la fois d'individu et de collectif. Et c'est en fait, ce qui est intéressant dans l'exemple de la LEM, c'est que les gens se groupent pour vivre à la fois individuellement, mais en ayant des rapports collectifs. Et là, la question par exemple des modes d'habitation et la question du logement, on devrait la poser vraiment en tant que gilet jaune. Parce que par exemple, en ce moment, il y a une grosse question pour les seniors. On voit vraiment que la grande dépendance, c'est un truc énorme. Mais par exemple, les grands-mères un peu écolos qui sont organisées autour de Thérèse Delpech qui est morte et qui ont fait la Baba Yaga, la première maison de retraite autogérée par des femmes retraitées et après d'ailleurs des hommes, c'est formidable. Ça casse le rapport aux EHPAD. C'est-à-dire que si les personnes âgées prennent en main leur fin de vie, voilà, leur destin, leur destin qui continue, et c'est eux-mêmes qui en soient à l'origine de la construction de nouvelles types de maisons de retraite qui soient conviviales, qui aient une autre dynamique sociale, ben, ça casse beaucoup de choses et ça renforce l'autonomie sociale de ces personnes, mais aussi des familles dont elles sont devenues aussi un peu dépendantes, etc. Donc il y a le combat qu'on mène, il est à multiples facettes parce que c'est un combat contre le fait qu'on soit nous-mêmes contrôlés à tous les niveaux et que notre combat pour l'autonomie, c'est un combat écologique fondamental. On a évoqué le contrôle capitalisme de contrôle. Oui. On peut penser à la publicité. Oui. La publicité utilise deux sens, la vue et le mot. Même l'odorat maintenant, tu vas voir. C'est pas évident. Il commence à y avoir des trucs. Il est relativement simple. Moi, j'écoute la télé au casque. Donc, quand je veux pas que la publicité, je veux pas être accroché par la pub, je coupe le son. Oui, moi aussi, je suis en casque d'ailleurs. Non, moi, je zappe sur une autre chaîne. C'est moi qui ai fait le choix. Non, mais je suis tout à fait d'accord, y compris sur ton ordi, il y a aussi des mécanismes de contrôle de la publicité, etc. Mais la publicité est le bras armé du combat contre l'écologie mentale. C'est vraiment le contrôle de ce que disait Patrick Lelay, qui était le premier dirigeant de TF1 devenu Bouygues, qui disait ce qu'il faut, c'est contrôler l'espace de cerveau disponible. Il faut que tout espace de cerveau disponible soit contrôlé par la publicité et donc par TF1. On vend de l'espace, on vend de l'espace de cerveau disponible. C'est ça. Je pense que le cerveau est capable de secréter des contre. Il y a, en ce qui me concerne, j'ai eu un accident relativement grave. Et quand on m'a opéré, quand le neurochirurgien m'a opéré, il m'a dit pas bon pour toi. À cette époque-là, donc c'est dans les années 1992, pas de conneries. On partait du principe que tout neurone détruit n'était plus remplacé. Or maintenant, c'est faux. Oui. On sait que le cerveau continue à fabriquer des neurones qui redispatchent. Et ensuite, les neurones qui sont trop pleins d'informations, ils redistribuent. Peut-être qu'il
pour lutter contre le... Moi, je vois la société de contrôle, c'est justement, elle détruit pas, elle a servi ton architecture mentale. Et je trouve que c'est... je suis entièrement d'accord sur la publicité, c'est le bras armé du truc. Mais elle nous arrive de tellement de directions avec de forges. Je pense que c'est difficile de lutter. Il faut donner résilient. À s'appuyer, à dire ça je peux pas, ça je peux pas faire. Je vous propose d'arrêter parce que ça fait des heures. Merci. De rien. Finalement, on a fait cette conférence quand même. On verra contre tout. Voilà. Bon, merci Patrick. Merci à tous. On est combien à avoir des téléphones portables là? Là, on touche. Merci. Merci.